Imaginez la scène, le spot parfait, le lancer rêvé, une touche puissante, et soudain, pouf, plus rien. La ligne est impeccable, mais le poisson s'est fait la malle. Ça vous parle? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de pêche, on va parler de vrais génies sous-marins. C'est 7 espèces, les plus rusées et insaisissables, qui transforment la pêche en un véritable duel d'intelligence. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez leurs secrets. Vous comprendrez enfin pourquoi 99% des pêcheurs rentrent bredouilles en essayant de les capturer. Vous mettrez peut-être même un nom sur ce poisson qui vous a dupé le week-end dernier. Mais qu'est-ce qui rend un poisson rusé exactement? Ce n'est pas toujours la taille ou la force brute, c'est l'intelligence, des sens phénoménaux et surtout leur capacité d'apprentissage. Ces espèces ne réagissent pas qu'à l'instinct, elles analysent la situation. Elles mémorisent les leurres dangereux, identifient le bruit d'un plomb qui tombe à l'eau et peuvent même associer une ombre à la surface avec une menace. Leur ruse, c'est le résultat de millions d'années d'évolution, où le survivant n'était pas le plus fort, mais le plus prudent et le plus malin. Notre liste d'aujourd'hui rassemble donc ces véritables intellectuels des fonds marins. Chacun d'eux exige une approche spécifique et surtout un grand respect. Commençons par l'aspe. Ce poisson est un véritable sprinter fluvial, réputé pour sa vue perçante, digne de celle d'un aigle. Les pêcheurs le connaissent surtout pour sa célèbre chasse, ce moment où un banc de ses torpilles argentées s'élance avec un bruit assourdissant au milieu des aleviniers. Si ce spectacle est fascinant, il est aussi extrêmement trompeur. On pourrait croire que le poisson, absorbé par son attaque, a baissé sa garde et qu'il est facile à capturer. C'est la plus grande des erreurs. L'aspe, même en plein cœur de cette frénésie, est en fait dans un état de concentration totale. Il attaque ses proies, certes, mais son regard phénoménal scanne constamment les environs, y compris le rivage. Il est capable de repérer un mouvement maladroit du pêcheur, un reflet sur le moulinet, ou le balancement trop brusque d'une canne à des distances qui peuvent atteindre des dizaines, voire une centaine de mètres. La première astuce de l'aspe réside donc dans sa capacité à être à la fois un chasseur agressif et un observateur extrêmement prudent. Il crée une véritable illusion d'accessibilité tout en restant pratiquement invulnérable pour le pêcheur non préparé qui choisirait de s'approcher. Pour poursuivre notre discussion sur la vision de l'aspe, il est essentiel de comprendre comment il perçoit son environnement. Il ne se contente pas de distinguer des silhouettes, il voit les détails. Un pêcheur vêtu de couleurs vives sur un fond de verdure n'est pas qu'une simple tache. C'est un signal d'alarme immédiat. L'aspe vit près de la surface et son regard est constamment orienté vers le haut et sur les côtés. Cela signifie qu'il surveille non seulement ce qui se passe sous l'eau, mais aussi toute activité en surface. Tout objet qui vole dans sa direction est immédiatement interprété comme l'attaque d'un rapace, son principal prédateur naturel. C'est pourquoi il est si méfiant envers tout bruit ou éclaboussure anormale. Un leurre mal choisi en termes de poids ou de taille qui percute l'eau avec trop de fracas fait fuir instantanément toute la bande. Il s'avère donc que la clé pour le capturer est de devenir invisible et totalement silencieux, ce qui, sur un grand fleuve à découvert, représente un défi d'une extrême complexité. Alors, comment déjouer la vigilance de ce génie qui voit tout? Le secret réside dans 2 facteurs clés, la distance et l'imitation. Il vous faudra un matériel capable de lancer à très longue distance. Votre objectif est d'atteindre la zone de chasse sans que le poisson n'associe l'apparition de l'appât à votre présence sur la berge. Les leurres doivent ressembler au maximum à sa nourriture naturelle. Des cuillères fines, des stick-bait ou des poissons nageurs avec un corps effilé et élancé. Et le point le plus important,
L'animation. Elle doit être rapide, à la limite de l'emballement, mimant parfaitement un alevin qui fuit paniqué. Aucune pause, aucun mouvement lent. Vous devez forcer l'aspe à attaquer instantanément, uniquement sur ses instincts, sans lui laisser une seule seconde pour analyser la situation. En substance, la pêche de l'aspe est un tir de précision. Vous n'avez droit qu'à une seule tentative, rapide et chirurgicale. Enchaînons avec le prochain sur notre liste, le chevesne, l'aristocrate des rivières, et un grand gourmet. Si l'aspe est un sprinter, le chevesne, lui, est un intellectuel prudent et méfiant. On le voit souvent posté juste sous la surface, à l'ombre des berges ou des arbres surplombants, guettant la chute d'un insecte. Il a l'air insouciant, mais c'est une pure illusion. Le chevesne est l'un des poissons les plus farouches de nos cours d'eau. Il ne supporte absolument pas le bruit, les mouvements brusques et tout ce qui pourrait troubler la quiétude de son poste sur la rivière. Sa véritable ruse réside dans son incroyable sélectivité. Il est pourtant omnivore. Il mange des insectes, des alevins et même des petites grenouilles. Mais à un moment donné, il peut se focaliser uniquement sur un seul type de nourriture. Et si vous lui proposez l'appât le plus sophistiqué et le plus cher, mais qu'il ne correspond pas à son menu du jour, il l'ignorera simplement avec un mépris tout aristocratique. Si le chevesne ignore vos meilleurs leurres, c'est que la réponse se trouve dans sa psychologie. Ce poisson vit sous une pression constante. Il est une proie de choix pour le brochet, le silure ou même l'aspe. Son principe de base est donc la prudence absolue. Si j'ai un doute, je n'y touche pas. Avant de s'en emparer, il étudie l'objet longuement. Il analyse la taille, la couleur, la vitesse de nage, mais surtout le bruit que fait la chute du leurre à la surface. Un petit insecte fait un léger plouf, alors qu'un lourd poisson nageur produit un fort boom ou un splash. Pour le chevesne, cette différence est monumentale. Il décèle instantanément l'artifice. Sa ruse réside dans sa capacité à analyser les détails. Il ne fait pas qu'apercevoir l'appât, il l'évalue sous l'angle de la sécurité et du naturel. Et 9 fois sur 10, cette évaluation ne tourne pas à l'avantage du pêcheur. Pour déjouer la méfiance du chevesne, le pêcheur doit avant tout se faire oublier. La tactique essentielle repose sur un camouflage parfait et le silence absolu. Il faut s'approcher du poste en se baissant, sans jamais laisser sa silhouette se détacher sur le ciel. Vos vêtements doivent impérativement se fondre dans l'environnement. La méthode la plus efficace reste la dérive en barque ou la pêche en wading, permettant de le surprendre par l'aval du cours d'eau. Les appâts doivent être légers et présentés avec une délicatesse extrême. Souvent, le meilleur leurre est un simple insecte, une sauterelle ou un hanneton, lancé sans plomb ni flotteur. C'est là tout le paradoxe. Pour capturer ce poisson si rusé, il faut délaisser les montages sophistiqués et revenir aux méthodes les plus simples et naturelles, en agissant non pas comme un pêcheur, mais comme un élément de la nature. Place maintenant à l'artillerie lourde. Voici la carpe, ou son cousin sauvage, le sazan. Ce n'est pas un poisson comme les autres, c'est un véritable professeur des eaux, doté d'une mémoire phénoménale et d'une capacité d'apprentissage stupéfiante. Si le chevesne ou l'aspe misent principalement sur la vue, la carpe, elle, dispose d'un arsenal redoutable, l'odorat, le toucher et surtout sa mémoire. Elle est capable de différencier des milliers de parfums. Ses barbillons, hypersensibles, lui servent de main. Ils lui permettent de tâter le fond, analysant la composition du sol et des appâts. Mais sa plus grande ruse réside dans sa capacité à mémoriser le danger. Une fois piquée et décrochée, elle peut se souvenir à vie du type de montage, de la forme de la bouillette ou même de la couleur du fil associé à ce moment de peur. Elle apprend de ses erreurs, mais également de celles commises par ses congénères.
comment une carpe mémorise-t-elle exactement le danger? Ses sens travaillent en permanence de concert. Elle distingue une ligne trop épaisse et grossière. Ses barbillons lui font sentir une résistance anormale du montage. Elle repère l'odeur d'un répulsif ou, pire, l'odeur humaine laissée sur l'amorce. Et pour finir, elle sent la douleur du piquant de l'hameçon. Tout cela s'assemble dans son cerveau pour former une image globale qu'elle identifie comme une menace. La fois suivante, si elle est confrontée à ne serait-ce qu'un seul de ces signaux, elle se montrera d'une prudence extrême. C'est la raison pour laquelle le carpisme moderne est devenu une discipline scientifique à part entière. Les carpistes emploient des bas de ligne de plus en plus discrets, camouflent leur hameçon et utilisent des systèmes de montage sécurisés permettant aux poissons de se libérer de la ligne principale en cas de rupture. Ce n'est plus une simple partie de pêche, mais un véritable jeu d'échecs intellectuel face à un adversaire particulièrement rusé. Démystifions une idée reçue. Il est quasiment impossible de capturer une carpe trophée avec une simple canne au cou et un verre. Bien sûr, les petites carpes sont moins méfiantes, mais là, nous parlons des vrais professeurs, ceux qui pèsent 10-15 kilos, voire plus. Leur expérience de vie est colossale. Ils ont vu passer des centaines d'appâts et de montages différents. Leur ruse a atteint un tel niveau qu'ils ont appris à déjouer les systèmes les plus sophistiqués. Par exemple, une carpe peut aspirer et recracher lèche plusieurs fois, juste pour vérifier qu'elle n'est rattachée à rien. Elle fait ça avec une finesse incroyable, à tel point que le détecteur de touche sur la berge ne fera même pas un bip. Et ce n'est qu'une fois qu'elle est sûre que tout est sécurisé qu'elle avalera l'appât. Si, au contraire, elle sent la moindre résistance anormale, elle s'en ira tout simplement. Des théories, d'ailleurs confirmées par des séquences vidéo sous-marines, indiquent clairement que les carpes se transmettent des informations entre elles. Au sein du banc, les spécimens les plus âgés et les plus expérimentés font office de véritables éclaireurs. Ce sont eux qui s'approchent en premier sur le poste d'amorçage pour goûter la nourriture avec une extrême prudence. Si le moindre élément leur semble suspect, c'est l'intégralité du banc qui déserte immédiatement la zone. Mieux encore, on a documenté des cas précis où la carpe a appris à utiliser le poids du plomb pour se décrocher. Elles effectuent un coup de tête sec, exploitant l'inertie, et l'hameçon est alors propulsé hors de leur bouche. Cela prouve que leur intelligence leur permet non seulement d'esquiver un danger, mais bel et bien de le contrer activement, en utilisant les lois fondamentales de la physique. Capturer un tel poisson, c'est littéralement remporter une partie d'échecs face à un grand maître. Nous quittons les grands fleuves et les lacs pour descendre vers les petits ruisseaux forestiers, froids et cristallins. C'est ici qu'évolue notre prochain génie du camouflage et de la réaction. La truite fario, aussi appelée truite de ruisseau. Son incroyable discrétion est entièrement dictée par son environnement. Vivre dans des eaux cristallines et peu profondes ne lui laisse aucune marge d'erreur. Le moindre prédateur, qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'une loutre, la voit comme si elle était à découvert. C'est pourquoi toute la vie de la truite se résume à une immobilité constante dans des postes protégés, suivis de réactions fulgurantes. Sa robe tachetée constitue un camouflage parfait, la fondant intégralement avec les galets et les graviers du fond. Elle peut se tenir à peine 1 mètre de vous sans que vous ne la distinguiez. Contrairement aux chevennes, elle ne prendra pas le temps d'étudier longuement votre leurre. Elle n'a que des fractions de seconde pour faire la distinction entre un véritable insecte et une imitation. Si la truite est un poisson si difficile à capturer, c'est principalement à cause de son organe sensoriel le plus important, sa ligne latérale. C'est, en quelque sorte, son radar naturel, capable de capter les micro-oscillations de l'eau. Un simple pas du pêcheur sur la berge, même à 10 mètres du ruisseau, génère des micro-vibrations dans le sol qui sont immédiatement transmises à l'eau. Pour elle,
c'est l'équivalent d'un tremblement de terre. Elle s'éclipse aussitôt vers la cachette la plus proche. Un lancer imprécis, l'ombre de la canne portée sur l'eau, ou même votre propre ombre. Tous ces éléments sont des signaux de danger, de mort imminent. Elle ne perdra pas un instant à évaluer la situation. Son instinct, affûté au fil des millénaires, lui hurle « Sauve-toi !» C'est pourquoi la pêche de la truite de ruisseau est, avant tout, l'art de la discrétion et du silence absolu, l'art de se mouvoir tel un fantôme. En traquant la truite sauvage, la règle du un lancé, une chance s'applique presque systématiquement. Vous repérez un poste prometteur, une mouille profonde, une roche ou un arbre submergé. On se prépare méticuleusement, calculant la trajectoire parfaite pour que l'appât atterrisse exactement là où il doit être. Et là, vous n'avez qu'une seule tentative. Si le lancer est précis et que votre leurre évolue naturellement, l'attaque peut être instantanée. Mais si vous manquez votre coup, si votre ligne effleure l'eau avant l'arrivée de l'appât, ou si vous accrochez une branche, c'est fini, vous pouvez changer de secteur. La truite vous a déjà détecté et s'est mise à l'abri. Elle ne vous donnera pas de seconde chance, elle ne sortira pas pour un second passage. C'est là que réside toute sa ruse. Elle ne joue pas, elle disparaît. Cela exige du pêcheur une concentration absolue et une technique d'une précision chirurgicale. Maintenant, cap sur les fleuves rudes et sauvages de Sibérie, à la rencontre de leur empereur, le taïmen. Ce n'est pas juste un poisson, c'est une légende vivante, le plus grand représentant de la famille des salmonidés. Sa ruse est un mélange complexe, l'intelligence d'un super prédateur, une force incroyable et une rareté qui le distingue. Le taïmen peut vivre jusqu'à 50 ans et atteindre un poids dépassant les 60 kilos. Imaginez la richesse d'expérience qu'un tel poisson accumule au fil d'une vie aussi longue. Il est le maître incontesté de son tronçon de rivière. Il connaît la moindre pierre, le moindre courant et la cachette la plus discrète. Il n'est pas du genre à s'agiter, il observe. Le moindre signe suspect peut le pousser à jeûner pendant des semaines. Capturer un taïmen n'est pas qu'une question de chance, c'est le sommet absolu de l'art de la pêche. Cela exige une compréhension psychologique profonde de ce monarque fluvial. L'intelligence d'un grand prédateur n'a rien de comparable à celle d'un poisson plus paisible. Le taïmen n'a pas peur, il analyse. Il peut suivre le leurre pendant longtemps, étudiant son comportement. Il s'approche, l'examine, puis fait demi-tour et s'éloigne. S'il agit ainsi, ce n'est pas par crainte, mais parce qu'il a détecté une anomalie dans la nage du leurre ou dans son aspect général. On ne peut pas le berner avec des couleurs flashy ou le bruit fort d'un hochet à l'intérieur du leurre. Il chasse de vrais poissons et connaît parfaitement leur comportement naturel. La moindre fausse note dans l'animation, le moindre accroc, et il perd immédiatement tout intérêt. De plus, le taïmen est extrêmement conservateur. Il passe des années au même endroit. Le moindre changement dans son environnement habituel, qu'il s'agisse d'une nouvelle souche immergée ou de traces humaines sur la rive, éveille sa méfiance et le force à redoubler de prudence. Pêcher le taïmen, c'est justement cela. Un marathon, pas un sprint. Certains pêcheurs passent des semaines entières, en pleine nature, au bord de l'eau, dans l'attente d'une seule prise. La patience devient alors l'outil indispensable, la clé de la réussite. Il faut passer des heures, jour après jour, à prospecter inlassablement les mêmes spots prometteurs, en alternant leurres et tactiques. Il est essentiel d'apprendre à penser comme le taïmen, de comprendre sa position idéale en fonction de l'heure, de la météo ou du niveau de l'eau. C'est une approche qui frôle la méditation, et même si la touche se produit, ce n'est que le commencement des hostilités. Le taïmen est un adversaire incroyablement puissant et redoutable. Il utilise la connaissance de son domaine pour s'échapper dans les branches immergées, user le fil sur les galets ou même tordre les hameçons.
Le déjouer, c'est donc anticiper non seulement sa réaction face à l'appât, mais aussi chaque étape de son comportement durant le combat. Maintenant, passons des eaux douces aux lagons tropicaux salés, là où nous attend notre prochain adversaire insaisissable, l'albula, plus connu sous le nom de bonefish. Son surnom de fantôme des flats est éloquent. Ce poisson argenté file à une vitesse incroyable sur les hauts fonds, à la recherche de crabes et de crevettes. Son secret réside dans une combinaison de vitesse phénoménale, de comportement grégaire et d'une timidité légendaire. Le banc de bonefish se comporte comme un organisme unique, doté de centaines d'yeux qui balayent l'environnement. Dès qu'un seul individu du groupe perçoit un danger, toute la formation démarre instantanément, atteignant 60 km/h et ne laissant derrière elle qu'un nuage de vase. Imaginez la scène. Vous êtes là, à hauteur de taille, dans une eau si cristalline qu'elle en est irréelle, sous un soleil de plomb. La profondeur? À peine 30 ou 40 cm. L'enjeu, c'est de repérer le poisson avant qu'il ne vous détecte. Son corps argenté se confond presque parfaitement avec le fond de sable blanc. Bien souvent, le seul indice qui le trahit, c'est son ombre projetée sur le fond. Ça y est, vous l'avez. Il est temps de réaliser le lancer. Mais attention, la moindre erreur serait fatale. Si l'imitation, souvent une crevette artificielle, tombe trop près, le poisson prend la fuite, effrayé. Trop loin, et il ne la verra pas. Si la soie de la canne à mouche claque sur l'eau, c'est tout le banc qui s'évanouit en un éclair. Cela exige une précision quasi surhumaine et une finesse absolue. La traque du bonefish, c'est le test ultime de vos nerfs. Pourtant, même le Maccabi paraît être une proie facile comparée à notre dernier adversaire. Faites place aux permites ou trachinotes. Pour les pêcheurs sportifs en flat, le permite est unanimement considéré comme le Saint Graal. C'est sans conteste le poisson le plus difficile, le plus capricieux et le plus imprévisible de l'océan. Il possède toutes les qualités du Maccabi, vitesse et extrême prudence, mais poussées à leur paroxysme. À cela s'ajoute une vision que les guides de pêche décrivent comme rivalisant avec celle de l'aigle. Il est capable de distinguer les moindres détails de votre appât et de déceler le moindre artifice. Mais sa principale ruse, c'est sa sélectivité phénoménale. Il peut être encerclé par des centaines de crabes, son repas favori. Mais si votre imitation artificielle diffère du vrai d'à peine 1 mm, il l'ignorera purement et simplement. Contrairement aux autres poissons de notre liste, le permis semble avoir un sacré caractère. Un jour, il ne jure que par un certain type de crabe, et le lendemain, c'est une toute autre histoire. Il y a même des journées entières où il refuse catégoriquement de s'alimenter, peu importe l'abondance de nourriture. Vous aurez beau faire 50 lancers parfaits avec l'appât idéal, il vous passera simplement sous le nez. Il peut s'approcher de votre leurre, l'étudier longuement, presque le saisir, et au dernier moment se détourner avec un air de mépris. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la tête de ce poisson. Même les guides les plus expérimentés, ceux qui pêchent dans ces eaux depuis toujours, affirment que capturer un permis est 90% de chance et seulement 10% de savoir-faire. C'est précisément cette imprévisibilité qui en fait la prise la plus convoitée et la plus rusée pour des milliers de pêcheurs à travers le monde. Voici nos 7 maîtres des eaux, de l'aspe de rivière au permite océanique. Chacun de ces poissons n'est pas qu'un simple trophée, c'est un véritable test pour le pêcheur. Une épreuve de patience, de technique, mais aussi de stratégie. Leur malice n'est pas de la méchanceté, c'est un mécanisme de survie perfectionné, affûté par des millions d'années d'évolution. Capturer un tel spécimen, ce n'est pas juste gagner un combat, c'est comprendre et déjouer la nature dans sa complexité. Voilà le genre de partie de pêche qu'on n'oublie jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un pouce bleu. Et maintenant, voici la question principale. Selon vous,
Quel est le poisson le plus rusé que vous ayez personnellement capturé? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires, on a hâte de vous lire.